Bonjour, je souhaite vous présenter et discuter avec vous aujourd'hui de la chronologie de l'équipement des routes caravanières entre Coptos, Myosormos et Bérénice, à la lumière de nos fouilles dans le cadre du programme dirigé par Hélène Cuvigny de 1993 à 2013. Lorsque l'administration romaine s'implanta en Égypte, elle hérita des acquis de la période ptolémaïque et, à travers elle, des connaissances et des équipements progressivement mis en place dès la préhistoire et au cours de la période pharaonique, où déjà, comme Laure Pantalacci l'a rappelé ce matin, Coptos est la porte des ressources du désert et des relations avec l'Orient. Signalons parmi les plus spectaculaires les exploitations d'or alluvial et philonien en divers endroits du désert, dans le Wadi Humfawahir, ou le grand site de Samout el-Beda récemment prospecté, les extractions de galène du Djebel el-Zayt, la métallurgie du cuivre à Ain Sourna, les extractions de pierres de Beren dans le Wadi al-Amamat, et pour les importations africaines et arabes, les expéditions au pays de Punt qui passaient à travers le désert. Toutes ces expéditions ont permis de mieux connaître la région, y compris en dressant des cartes, de l'équiper de routes marquées par des cairns de pierre, de l'apprivoiser en dédiant des sanctuaires rupestres aux dieux Min et en marquant le territoire par des inscriptions commémoratives telles que celles bien connues des expéditions aux carrières du Wadi al-Amamat. Lorsque les Macédoniens s'emparèrent de l'Égypte, le désert n'était donc pas du tout terra incognita. Mais le nouveau pouvoir avait d'autres ambitions et d'autres besoins que les précédents. Ptolémée Soter et ses fils eurent en effet une impérieuse nécessité de disposer d'or pour leur politique extérieure ambitieuse en Méditerranée orientale et une non moins impérieuse nécessité, sous Ptolémée II et III, de se procurer des éléphants de guerre en organisant des chasses en Afrique orientale. Ces deux besoins ont déterminé une reprise intensive de l'exploitation d'or dès Ptolémée Ier, dont a parlé Thomas Fauché, et la création de routes pour rejoindre le port de Bérénice et celui de Nékésia à la ville d'Apollonopolis, comme l'a rappelé Bérengère Redon. Les fouilles de Bir Samout ont montré que la route Bérénice-Edfou fut ouverte vers la fin du règne de Ptolémée II. Elles ont aussi prouvé que le fort de Bir Samout fut abandonné dès la fin du IIIe siècle, peut-être vers 206, lors de la révolte de la Thébaïde. En fait, la route principale du commerce, passant par Bérénice, fut probablement, dès Ptolémée II, je crois, celle qui rejoignait directement Coptos. Je pense en effet qu'il faut suivre Strabon lorsqu'il écrit que Ptolémée II fonda Bérénice à une latitude que les navires pouvaient aisément atteindre et la relia à Coptos par une piste équipée de puits. Je pense qu'il ne s'agit pas d'un anachronisme. La route était certes nettement moins bien équipée qu'à l'époque romaine, mais elle comprenait déjà des puits à Apollonos Hydremain, à Compassie et probablement à Phoinikon. En effet, le site de Compassie, récemment ravagé par les chercheurs d'or, comme vous le voyez, fut un centre d'exploitation du minerai d'or dès Ptolémée Ier. Il est caractérisé par deux grands moulins à écraser le minerai et possédait certainement dès cette époque un puits qui a dû être par la suite utilisé par les caravanes. L'abandon définitif des forts de Bir Samout et d'Abou Midrik probablement montre qu'après 206, la route Bérénice-Apollonopolis fut délaissée. Il faut en conclure que la route Bérénice-Coptos fut désormais la principale utilisée. Elle est nettement plus longue que celle pour Apollonopolis. Quelle fut donc la motivation de ce choix? Je suggère qu'il s'agisse d'une mesure fiscale. Le contrôle des marchandises importées et le paiement des taxes devaient déjà être réalisés à Coptos, traditionnelle porte du désert, où convergeaient les routes des deux ports du grand commerce érythréen, Bérénice et Myosormos. Les témoignages de la fréquentation de la route Bérénice-Coptos à cette période sont encore rares, faute de fouilles, notamment à Compassie et à Apollonos Hydroma. Mais rappelons que le Panéion du Wadi Meni fut fréquenté dès le Nouvel Empire et que celui d'Al-Boueb a livré plusieurs graffitis grecs ptolémaïques et un graffito démotique, probablement d'époque ptolémaïque, mentionnant un spécialiste de la myrrhe. Sur la route de Myosormos,
les caravanes faisaient étape au puits de Phoinikon et de Persou, et probablement à celui de Bir Seyala, qui portait peut-être le nom de Simiou. Les sondages que j'ai réalisés en 1996 n'ont pas livré de niveau ptolémaïque, mais le site est recouvert par d'épaisses alluvions et mes sondages ont été trop limités, faute de temps. Entre les puits, les convois s'arrêtaient dans des zones de rochers procurant des abris, tels que ceux d'Abukoué, entre Phoinikon et Persou, où une majorité de graffitis est d'époque ptolémaïque. Après la conquête romaine, les changements ne furent pas aussi importants que pourrait l'impliquer la fameuse phrase de Strabon sur le décuplement du trafic commercial vers l'Inde au départ de Myosormos. Il me paraît probable que l'administration romaine a conservé sans changement notable les pratiques du temps des Ptolémées, perpétuant le rôle de Coptos comme centre de regroupement du trafic et lieu de paiement des taxes. Les étapes existantes sur la route de Myosormos ne furent que progressivement complétées par d'autres. Sous Tibère, un poste militaire fut établi dans le Wadi al-Hammamat pour servir à la fois de centre d'exploitation des carrières de Grawake, donc de Beren, et de poste de contrôle de la route. Ce poste fonctionna au moins jusque sous Néron, comme l'indique la liste des dates des ostracas trouvées sur le site. Un autre poste, probablement non fortifié, fut aussi établi dans les montagnes entre Persou et Simiou, à l'emplacement qui deviendra par la suite le fort de Maximianon et qui portait peut-être déjà ce nom. La date de fondation n'est pas connue, mais ce pourrait être au début du 1er siècle de notre ère, et nous savons que ce poste fonctionna jusque sous Vespasien. Bon. Par la suite, sur la route de Bérénice, nous avons donc la certitude que la route est occupée, est utilisée, car, outre les puits anciennement connus, nous savons que, par une inscription trouvée à Coptos, que l'on a creusé, au début du 1er siècle, peut-être sous Tibère, des citernes à Myosormos, à Bérénice, à Campassie et à Apollonos Hydroma. Donc, ça prouve bien que la route était déjà en grande partie fréquentée et utilisée. Voici une vue de Campassie. Évidemment, comme il n'y a pas eu de fouille, on ne sait pas de quand date le fort lui-même, mais il est certain que les citernes ont été construites à cette époque, donc on peut penser que le fort existe déjà. Les caravanes s'arrêtaient aussi in monte, nous dit Pline, c'est-à-dire bivouaquer, au milieu du désert. Et les inscriptions, les fameuses inscriptions du Panéion du Wadi Meni, qui relatent l'arrêt de certains marchands sur cette route, et qui sont datées principalement de l'époque d'Auguste et de ses successeurs, ont été interprétées comme l'ouverture de la route par Federico de Romanis, mais je pense que dans la mesure où la route était certainement fréquentée auparavant, ces inscriptions marquent peut-être simplement l'accroissement du trafic sur cette route et non pas son ouverture. Donc c'est une piste, à mon avis, qu'il faut suivre. La situation change clairement à la fin du 1er siècle de notre ère, lorsque, lors d'une inspection qu'il fit à Bérénice, le préfet Lucius Iulius Ursus, en 76-77, donna l'ordre de creuser des puits et d'établir des forteresses le long de la route de Bérénice, de façon à ce que les caravanes ne soient jamais à plus d'une vingtaine de kilomètres d'un point d'eau ou d'une forteresse, de façon à ce qu'elle soit à la fois ravitaillée en eau et protégée. Il est vraisemblable qu'il avait été l'objet de plaintes de la part de marchands qui s'étaient peut-être plaints d'avoir été attaqués et certainement qui avaient réclamé
qu'il y ait une plus grande disponibilité de l'eau le long de ce parcours. À cette série de forts sont attribuables les fondations de celui de Didumoy, dont nous savons qu'il a été fondé précisément à cette date grâce à une inscription, celui d'Aphroditès Horus, lui aussi bien daté par une inscription de fondation, celui de Birbéza, dont nous n'avons pas l'inscription de fondation, mais dont la céramique permet de dater l'établissement dans le dernier quart ou dans le dernier tiers du 1er siècle de notre ère, et donc qui fait certainement partie de la même série, d'autant plus que son plan est le même que partout ailleurs, et celui de Xéron Pélagos, où là encore nous n'avons pas l'inscription de fondation, mais la céramique des tout premiers niveaux a livré des importations, et notamment un vase de la Grofezank datable des Flaviens. Donc je crois qu'on a cette série, et vraisemblablement on doit y inclure le cas de Phalacrone. Malheureusement, là nous n'avons ni inscription de fondation, ni dépotoir, ni niveau à l'intérieur du fort, mais il est vraisemblable qu'il fait partie lui aussi de la même série. Sur la route de Myosormos, je propose d'attribuer à cette phase de reprise en main complète du désert oriental la construction des forts de Crocodilo et de Maximianon. Là encore, nous n'avons pas d'inscription de fondation, et c'est surtout à partir de l'étude de la céramique que l'on peut les rattacher à ces séries. Le fort de Crocodilo, qui prend son nom du rocher qui est voisin, comme vous pouvez le voir, présente la particularité d'avoir une porte qui a été ouverte dans un deuxième temps dans la partie sud, et donc le matériel que l'on trouve qui est lié à cette porte est fatalement plus tardif que le matériel original qui devait être situé dans le lit du Wadi, dans ce secteur-là. Or, là, les plus anciens ostracas que nous avons sont datés de l'année 103, ce qui prouve que l'établissement du fort est antérieur, et probablement nettement antérieur. Vu la similarité du plan, je pense qu'on doit l'attribuer à la même phase que la série, Didumoy, Aphroditès, Siquette, etc. Il en est de même du fort de Maximianon, où nous n'avons pas l'inscription de fondation, mais nous savons qu'il prend la suite de l'établissement dont je vous ai parlé tout à l'heure, et nous savons que cet établissement a fonctionné jusque sous Néron, et il est donc vraisemblable qu'à nouveau on se trouve devant une fondation flavienne. Au cours de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ et du début du 2e siècle après Jésus-Christ, le désert est à sa période d'occupation maximale, aussi bien dans les carrières du Porphyritès, d'Ophiatès et du mont Clodianus que sur les routes de Bérénice et de Myosormos. Cette intensité s'accompagna par un certain nombre de changements dans l'organisation de la route. Certains forts étant désaffectés et remplacés par d'autres. Le fort de Dios, dont vous voyez ici en rouge, fut déplacé de Bir Beiza à Bir Abou Khouria, situé à 5 km au nord, en 115 après Jésus-Christ. Sur la route de Myosormos, le fort de Crocodilo fut abandonné durant le règne d'Adrien, et je pense qu'il fut remplacé par le fort du Bir al-Amamat. Comme le plan du fort d'Al-Amra est identique à celui du Bir al-Amamat, il est probable que ce fort aussi fut construit dans le second quart du IIe siècle. Quant au fort de Daoui, un peu plus loin vers Myosormos, il résiste à une chronologie précise. Les rares céramiques trouvées dans les sondages effectués en 1997 montrent qu'il fut fréquenté au IIe siècle, et son plan le rapproche de celui de Dios à Bir Abou Khouria, mais on ne peut pas en dire plus. Dans la seconde moitié du IIe siècle, on assista à une baisse d'activité à Didumoy, due à l'effondrement du puits, dont une inscription mentionne la reconstruction durant le règne de Marc Aurèle en 76-177. Partout ailleurs, dans les forts des deux routes, on ne voit pas de traces d'abandon,
mais au contraire des modifications des casernements intérieurs qui montrent des adaptations en fonction des besoins. Dans les forts dont le dépotoir est bien conservé, comme Maximianon ou Dios, la régularité des dépôts au cours de la seconde moitié du IIe siècle et du début du IIIe siècle montre que les forts sont occupés en permanence et donc probablement que le trafic est intense entre Coptos et les deux ports sur la mer Rouge. Au début du IIIe siècle se produisirent des changements importants. La construction du fort de Kusur-al-Banat, puis l'abandon des forts de la route de Myos-Hormos et du port lui-même. Le fort de Kusur-al-Banat, situé entre Foynikon et Crocodilo, a été fouillé en 1996 par Michel Rédé. La porte a livré une inscription incomplète indiquant une date consulaire. L'hypothèse la plus probable est qu'il s'agit du troisième consulat de Septime Sévère et de celui de Caracalla en 202. La céramique y est rare et peu typique. Rien ne s'oppose à une occupation au début du IIIe siècle, mais elle dut être de courte durée. Deux faits me paraissent significatifs. Les ostracas publiés par Hélène Cuvini montrent qu'à cette époque, le centurion d'Echimus commandait le fort. La présence d'un militaire de ce rang est exceptionnelle et devait être nécessitée par une mission d'importance. Cette tâche pourrait avoir consisté à construire le réseau des tours à signaux destiné à relier Myos-Hormos à Coptos, probablement pour donner l'alerte en cas d'attaque des barbares. Mais cette entreprise ne fut jamais terminée. Les tours sont construites entre Foynikon et Myos-Hormos, mais pas entre Foynikon et Coptos. Le réseau ne fonctionna donc jamais, ce qui explique qu'il y ait très peu de vases, et même le plus souvent pas du tout, autour de ces tours. Ces tours devaient être appelées scopeloi, si l'ostracon de Kusur-al-Banat numéro 148 se rapporte à elle. Dans cet ostracon, le soldat Erénus informe son commandant qu'il envoie 2 récipients contenant du plâtre ou de la chaux en vue d'une opération sur les scopeloi jusqu'à Crocodilo. Une opération d'une telle ampleur et d'une telle technicité pourrait expliquer qu'on ait déplacé un centurion pour commander les travaux qui furent interrompus par le retrait de l'armée des forts de la route. En effet, le fort de Maximianon, le mieux connu, car la stratigraphie du dépotoir est complète, n'est plus occupé après la période sévérienne. Rien dans la céramique, les amphores et la vaisselle en verre n'est postérieur au premier quart du IIIe siècle. Le faciès des autres sites, tels que Kusur-al-Banat et Bir al-Hamamat, est analogue à celui des niveaux finaux de Maximianon, et je maintiens donc que l'ensemble des forts de la route de Myos-Hormos a été désaffecté au début du IIIe siècle. Cette désaffectation coïncida avec le quasi-abandon de Myos-Hormos causé par son envasement. Vers le début du IIIe siècle, la plupart des secteurs du port furent abandonnés, notamment par exemple le Roman Villa de Wiscombe et Johnson. La seule zone qui resta occupée est le creux de la colline à l'emplacement de la tranchée 8 de l'université de Southampton, où une habitation fut construite au cours de la première moitié du IIIe siècle et abandonnée vers 250. Mais cette maison semble isolée, son occupation prouve seulement que des bateaux mouillaient quelquefois dans l'ancien port, ce qui est banal. Le fait majeur est que tout le reste de l'agglomération portuaire était abandonné. L'envasement du port était un phénomène constant depuis ses origines. Au cours du IIe siècle, les Romains l'avaient combattu par des dragages dont les fouilles américaines ont retrouvé les dépôts en bordure nord du chenal. Avec les techniques de l'époque, le dragage régulier n'était donc pas une tâche insurmontable. Des bateaux spécialement conçus font partie de l'équipement habituel des ports, par exemple à Marseille et à Naples. La décision de ne plus draguer le port de Myos-Hormos, associée au retrait des troupes de la route et à l'abandon du réseau de liaison par relais optique, manifeste donc un changement de politique de la part de l'administration romaine qui décida de concentrer ses efforts sur la seule route de Bérénice. À partir de Caracalla, des détachements d'archers palmyréniens furent déployés dans les forts de la route de Bérénice. Ils sont connus par des inscriptions de Bérénice et de Coptos, par des ostracas portant des noms palmyréniens et par des habits décorés de motifs particuliers à Didymoï, à Dios et à Xéron, comme le montrera demain Dominique Cardon. Le séjour de ces troupes auxiliaires marque une profonde rupture dans l'organisation des forts. Jusqu'alors, les casernements étaient réguliers et maintenus dans une grande propreté, au point que dans le fort de Maximianon, il n'y avait aucune stratigraphie à l'intérieur des casernements.
Les sols étaient systématiquement nettoyés jusqu'au substrat et les déchets transportés sur le dépotoir extérieur. Au contraire, avec l'arrivée des archers palmyréniens, les casernements furent reconstruits de façon irrégulière, avec des pièces de dimensions différentes, aux murs parfois tortueux, et les déchets ne furent plus transportés sur le dépotoir extérieur, mais laissés dans le fort et souvent étalés. Rapidement, ils constituaient d'épaisses couches de dépôts qui, en un demi-siècle, finirent par remplir l'intérieur des forts. À Xéron-Pélagos, dans les années 260, les sols des casernements sont quasiment au niveau du chemin de ronde dans certains endroits. Ce changement de culture et de mode de vie se reflète aussi dans la nourriture. Au IIIe siècle, les soldats n'élevaient plus de cochons dans les dépotoirs et consommaient principalement des moutons et des chèvres, comme le montrent les études archéozoologiques réalisées par Martine Guillou, qui les présentera tout à l'heure. Au cours du troisième quart du IIIe siècle, les forts de Didymoe, Dios et Xéron-Pélagos étaient encore occupés, mais certaines parties étaient à l'abandon, comblées par des déchets. C'est le cas de l'angle sud-ouest à Didymoe. À Xéron, le milieu du IIIe siècle est caractérisé par l'abandon de certaines pièces, par la construction de fours à pain et de silos, et par l'utilisation d'une des citernes comme dépotoir. À Dios, le fond de la citerne 3 est aussi rempli de détritus, et les derniers niveaux d'occupation sont caractérisés par des installations de mouture, des céréales et la construction de grands fours à pain. Les dernières couches d'occupation de ces forts ont donné de nombreux vases en céramique à pâte calcaire blanche et quelques amphores d'importation, amphore africaine 2, Dressel 30 de Mauritanie césarienne, Capitaine 2, imitation d'amphore gauloise 4 produite en Cilicie et en Syrie, ainsi que des vases modelés fabriqués par les populations indigènes et connus sous le nom de Eastern Desertware. Cette phase est éclairée par la découverte à Xéron de 96 ostracas qui sont des ordres de livraison de blé à des individus que leur nom désigne comme des troglodytes ou des blémis. Hélène Cuvigny a présenté cet ensemble dans un article intitulé Papyrological Evidence on Barbarians in the Egyptian Eastern Desert. Il en ressort que, au cours de la 11e année du règne d'un empereur non mentionné, mais qui ne peut être que Galien à cause de la céramique associée, soit en 264, l'armée romaine a distribué des quantités importantes de grains à des barbares. Il s'agit d'une distribution ponctuelle, et l'on n'a pas d'autres témoignages de cette pratique. Toutefois, la construction de nombreux fours dans les derniers niveaux des forts fut motivée par la nécessité de cuire des pains en grande quantité. Était-ce pour les soldats, dont nous savons qu'ils étaient moins nombreux qu'auparavant, ou était-ce plutôt pour distribuer du pain aux populations nomades? C'est une question qu'il faut peut-être se poser. Quoi qu'il en soit, la distribution de blé signifie que l'administration romaine, sous le règne de Galien, cherchait à s'assurer de bonnes relations avec les nomades, peut-être pour préserver à moindre frais le système de contrôle de la route et de sécurité des caravanes venant de Bérénice. Ce nouvel équilibre ne dura pas. Les soldats furent retirés quelques années après la distribution de 264. Ces ostracas ont été découverts en effet dans les derniers niveaux d'occupation et le matériel céramique du reste du fort ne comporte pas d'objets de la fin du IIIe siècle. Il est probable que lorsque Zénobie s'empara de l'Égypte en 270, elle donna l'ordre de récupérer les archers de sa patrie et il s'ensuivit un abandon du contrôle de la route de Bérénice. Le retrait de l'armée laissa le champ libre aux Blémis, qui s'emparèrent de Phoinikon, selon Olympiodore de Thèbes, et peut-être de Bérénice, et bientôt de Coptos, vers 279-280, comme nous l'apprend Zosime. Le commerce érythréen pâtit fortement de ces événements, et Bérénice semble avoir été quasiment abandonnée durant près d'un demi-siècle. Par la suite, après la renaissance de Bérénice, dans le courant du IVe siècle, les ruines des forts furent sporadiquement fréquentées, comme l'atteste le saccage des sanctuaires païens et la présence dans les niveaux de surface de Didymoe, du fort de Dios et de celui de Xéron, de fragments d'amphores Late Roman I, Late Roman III et Late Roman VII, la présence d'un vase fabriqué à Axum et d'une cruche Gempeler T813
datable entre la fin du IVe siècle et le début du VIe siècle. Des caravanes devaient donc parfois s'aventurer à traverser le désert depuis Bérénice, peut-être après avoir passé un accord avec les Blémis. Les graffitis du Wali Meni montrent que la route était encore parcourue à l'époque proto-byzantine, mais elle n'était plus sécurisée par l'armée et les puits n'étaient plus entretenus. Je vous remercie.